Alors, nous allons donc présenter dans l'heure qui vient, en essayant de ne pas trop grignoter sur l'horaire prévu, ne pas excéder en tout cas l'horaire prévu, la contribution de l'IRHT et de l'IRAMAT au programme Montaigne à l'œuvre, chacun développant la partie dont il sait ou elle sait plus précisément chargée. Donc le rôle de l'IRHT et de l'IRAMAT dans cette histoire, c'était de proposer des méthodes d'analyse des documents, alors d'abord appliquées bien sûr à Montaigne, mais qui devaient par ailleurs être extensibles à d'autres corpus. Et d'ailleurs, le travail sur les encres qu'on vous présentera a été testé sur un autre corpus avant Montaigne. Très rapidement, nous avons limité notre contribution à apporter des réponses à un certain nombre de questions extrêmement précises qui touchent donc à la fois l'étude des encres, les problèmes de codicologie, en particulier à propos de l'exemplaire de Bordeaux, des questions de paléographie et des questions de prosopographie. Donc ce sont mes deux collègues de l'IRAMAT, Patricia Roger-Puyot et Rebecca Rivry, qui vont commencer par vous présenter ce qui a été fait avec les encres des livres de Montaigne. Alors, en préambule, une petite diapositive pour vous montrer comment nous étions agréablement installés à la bibliothèque, et nous en remercions tous les conservateurs. Tous les conservateurs. Très chaleureusement. Voilà, donc on était tout près de la salle de lecture et tout près de la réserve. Donc c'était très pratique pour les analyses des ouvrages. Sur la diapositive suivante, nous avons présenté l'une des méthodes d'analyse qui est la fluorescence, la spectrométrie par fluorescence X. Alors c'est un dispositif qui comporte une source d'émission un faisceau X et un détecteur, et en situation, donc l'exemplaire de Bordeaux, comme vous pouvez le constater. Et sur la diapositive suivante, ce que l'on obtient in situ et en direct lorsque l'on met en œuvre cette chaîne d'analyse. Est-ce que tu peux rester sur la précédente, s'il te plaît? Donc, vous avez des vues zoomées par une caméra qui nous permettent d'aller précisément sur une lettre pour l'analyse de l'encre. Et nous faisons également une analyse sur le papier. Sur la partie de droite se trouve donc le spectre qui est pris sur le papier et le spectre qui est sur l'encre. On fait une soustraction ensuite de l'analyse de l'encre et de celle du papier. Ce spectre-là, c'est un spectre de Ray, et ça permet d'obtenir les éléments, une partie des éléments qui se trouvent dans la surface, enfin dans la matière qui est l'encre. Et c'est pour ça qu'on fait une soustraction avec le spectre du papier, parce qu'il y a aussi des éléments qui sont détectables dans le papier et qui pourraient fausser l'analyse de l'encre. Sur le spectre qui est présenté, désolée, Elisabeth, il y a, est-ce qu'on a une petite que je précise comment ça marche ces choses. Non. Si ça fait ça. Voilà, donc voilà. Ici, cette raie très très intense est couplée à celle qui est à côté, et ce sont des raies de caractéristiques, des raies de fluorescence X qui correspondent à l'élément fer. À côté ici, vous avez une autre raie un petit peu moins intense et une seconde raie à côté qui caractérise l'élément zinc. Chaque élément, en fait, comporte une série de raies, et c'est pour ça qu'on arrive à les reconnaître avec cette méthode. Bon, il y a des limites.
C'est pas, il y a des limites à la méthode. La seconde méthode que l'on utilise, c'est la spectrométrie d'absorption en réflexion diffuse. Alors, en fait, on transporte de la lumière à travers des fibres optiques. Ce que vous voyez, voilà, ici, le module qui comporte des fibres optiques émettrices et des fibres optiques réceptrices. Sur l'ordinateur, en fait, le signal réfléchi, on éclaire la surface de l'encre, et le signal réfléchi est transporté vers l'ordinateur et permet de visualiser sous forme de courbe la réponse de la surface colorée. À la suite alors pour vous faire comprendre comment on fait pour exploiter les analyses avec ce type de chaîne, on a mis sur cette diapositive une charte Munsell. En fait, c'est une charte de standard. Ce sont des feuillets qui comportent tout un tas de petits carrés colorés. Et si on applique notre chaîne d'analyse sur ces petits feuillets, on fait une mesure sur le premier petit carré et on va obtenir une courbe de ce type-là. Si on continue sur le second petit carré, voilà les différentes courbes que l'on va pouvoir obtenir en continuant. Voilà. Et à partir de ces courbes-là, qui ne sont pas spécialement parlantes, contrairement aux précédentes, qui comportent des caractéristiques qui sont très facilement exploitables, à partir de celles-ci, on va obtenir une information en rapport avec la couleur. Et donc sur la diapositive suivante, voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les mesures sur cette planche, les deux premières rangées de la planche Munsell. Alors on a mis celle-ci précisément parce que lorsque nous avons observé in situ les encres à l'œil, c'était les couleurs qui se rapprochaient le plus souvent de cette planche, de ces deux premières colonnes sur cette planche. Donc ça, c'est une représentation pour bien vous faire comprendre après comment on fait l'exploitation de nos données. La première colonne donc permet de dessiner de mettre sur un repère en LA qui est déduit de la sphère colorimétrique qui est sur la gauche en fait. Ce sont à partir des spectres, on obtient des données mathématiques. Ces données mathématiques sont transposables sur différents repères issus de cette représentation mathématique qui a été définie par la Commission internationale de l'éclairage. Donc, on va obtenir des sortes de données standards à partir d'une chaîne d'analyse, la nôtre, et on va pouvoir comparer par la suite des mesures qui seront faites avec la même chaîne d'analyse parce que on se réfère à des repères standards. Voilà, on aura une représentation mathématique qui permet la comparaison. Donc, à l'issue des mesures, comme je viens de vous l'expliquer, on obtient des sortes d'abacs et on va voir après, par rapport à ces abacs, comment les points vont se disposer. Les points des mesures qui seront faites directement sur les encres. Les documents que nous avons analysés, donc c'est une série d'ouvrages de la bibliothèque de Montaigne, donc conservés ici à Bordeaux, qui comportent des signatures. Donc le plus souvent, l'analyse a été effectuée sur un point, et c'est possible toujours le même point. Donc là, on avait choisi de prendre une zone assez foncée, donc qui pouvait comporter suffisamment d'encre pour que notre analyse soit relativement correcte. Et donc sur l'extrémité du A, dans la signature de Montaigne, et sur certains ouvrages comme vous l'avez appris précédemment, un petit B avait été effectivement présent, et nous avons aussi analysé l'encre des B de ces ouvrages. Ensuite, nous avons fait quelques analyses sur l'exemplaire de Bordeaux.
Sur la page de l'avis au lecteur, les zones qui sont représentées ici matérialisent la partie que nous avons pris en compte lors de l'analyse. Donc sur l'avis au lecteur, il y a l'encre en bas et le trait de bifure. Et sur la page de titre, donc sur la partie inférieure, l'encre et également le trait de bifure en travers qui est matérialisé par le petit rectangle. Alors pour encore un petit peu repréciser comment on procède à la suite de ces mesures et de ces analyses, sur la diapositive suivante. Ah oui, j'ai oublié de vous dire effectivement qu'il y avait quand même beaucoup d'analyses qui avaient été faites sur le feuillet 42V, qui est très intéressant parce qu'évidemment il y a beaucoup de notes marginales, voilà, et des insertions et des ajouts dans le texte imprimé. Donc juste sur cet exemple-là, et après on n'y reviendra pas, on a souhaité vous montrer sur l'analyse qui avait été faite sur les petits b de deux ouvrages dont on a mis malheureusement que les cotes. Alors je crois que ça correspond à Policier. Oui, à Policier. Donc tome 1 et tome 2. L'analyse en spectrométrie d'absorption par réflexion diffuse, donc la partie qui se trouve sur la gauche de la diapositive, c'est, vous voyez donc les points colorimétriques qui sont issus des spectres sont très proches l'un de l'autre et se situent en fait entre les deux au niveau de la couleur, parce que le trait était... Oui, les traits c'est bon. Donc le trait bleu, la bague bleue correspond à la première colonne et la bague rouge correspond à la deuxième colonne. Donc en fait la couleur de l'encre là est intermédiaire entre les deux. Alors attention, la restitution de la couleur de la planche n'est pas la couleur réelle. Malheureusement, il faudrait toute une chaîne graphique pour restituer exactement la couleur d'origine. Mais bon, c'est pour vous donner une idée que l'ensemble de ces encres, en fait, ce sont des encres brunes, brun clair, brun moyen, brun foncé. Et alors, les résultats de la fluorescence X, donc ce qu'on a obtenu à partir des spectres du même type que ce que vous avez vu sur la troisième diapositive, non, précédente s'il te plaît. Donc les éléments majeurs, c'est-à-dire que les éléments majeurs, c'est ceux qui ressortent le plus sur le spectre. Ce sont le fer, le zinc, et il y a aussi des traces de cuivre dans les deux cas. Et ce que l'on fait pour comparer nos mesures, et ce qui est absolument nécessaire et indispensable pour dire après ce qu'il en est, s'il y a analogie ou pas entre deux encres, ce sont les rapports des majeurs, des éléments majeurs. Donc en l'occurrence, sur cet exemple, les éléments majeurs c'était le fer et le zinc, dans un rapport de 1,1 pour le premier volume et 1,17 pour le deuxième volume. Donc c'est absolument inespéré d'avoir un résultat pareil. C'est vraiment très concordant. Donc en fait, on pouvait peut-être s'en douter aussi, vu que ce sont les deux tomes d'un même ouvrage. Mais en tout cas, l'analyse confirme qu'il s'agit bien de la même encre qui a été apposée en ce qui concerne le petit b. Voilà, et donc on a procédé pareil pour l'exploitation de nos résultats, de nos mesures. Et Rebecca va maintenant vous présenter les résultats, une synthèse des résultats que nous avons obtenus jusqu'à maintenant. L'exploitation est à poursuivre. Alors, vous, comme Patricia l'a indiqué, vous pouvez remarquer que les deux premiers, les résultats des analyses qu'on a fait
en ARD et en fluorescence X nous ont permis de regrouper certaines encres, donc comme elle vient de le dire, notamment les encres qui ont été employées pour rédiger les petits b présents dans l'ouvrage PF 6921 et PF 6922. Donc comme elle vient de le dire, on retrouve les mêmes éléments majeurs et les mêmes éléments mineurs dans les deux encres et des proportions élémentaires très similaires entre les deux encres. Donc on a décidé de regrouper ces encres puisqu'il est fort probable que ce soit la même. De la même façon, on a analysé les autres petits b présents dans d'autres ouvrages et on a pu de la même façon regrouper quatre encres, celles employées pour rédiger le petit b présent dans l'ouvrage GF 927, celui de l'ouvrage GF 929, celui de l'ouvrage GF 277 et PS 6647-1. Là encore, vous pouvez voir que les éléments majeurs sont le fer, le zinc avec un peu de calcium, et on retrouve l'élément trace, le cuivre. Donc ce sont les mêmes éléments qu'on retrouve dans l'encre précédente. Mais les rapports élémentaires sont différents puisque dans ce cas-là, on a un rapport fer sur zinc qui va de 1,79 à 2,39 et un rapport fer sur cuivre qui s'étend de 16 à 62. Enfin, il y a une dernière encre qu'on n'a pas pu regrouper avec les autres, c'est celle qui a été employée pour rédiger le petit b présent dans l'ouvrage GF 287, puisque vous le voyez, dans le cas de cette encre, on a comme élément majeur le calcium, le fer et le zinc, et comme élément mineur, cette fois-ci, on a le soufre. Et vous remarquez aussi que le rapport fer sur zinc, dans ce cas-là, est nettement supérieur à tous ceux qui ont été observés jusqu'à présent, puisqu'on a un rapport de 4,80. Voilà. Donc on a procédé exactement de la même façon pour analyser les encres des signatures de Montaigne. Et ce qu'on a remarqué dans un premier temps, c'est qu'on avait deux grandes catégories d'encre. Une première dont l'élément majeur est le fer, et une deuxième dont l'élément majeur est le zinc. À partir de là, on a aussi pu faire des regroupements. Donc dans le cas des encres avec l'élément fer comme élément majeur, on a un premier groupe qui a pu être fait, qui est celui des encres des signatures présentes dans les ouvrages de code PS 6921, PS 6922 et GF 286 et PF 1301. De même, on a regroupé trois autres encres qui ont été employées pour rédiger la signature dans l'ouvrage GF 864, D 1798 et PF 6919. Et enfin, on a réussi à faire un dernier groupe qui regroupe deux encres, celle qui a été employée dans l'ouvrage BR 1880 et GF 277. Dans le cas des encres avec un élément majeur qui est le zinc, là, on a regroupé deux encres qui sont les encres employées pour la signature dans l'ouvrage GF 287 et GF 927. Merci. Alors, parmi toutes les analyses qu'on a pu faire sur les signatures, il y en a eu beaucoup. Il y a des signatures qui présentent une composition élémentaire ou des rapports élémentaires très différents de toutes les encres qu'on a vues jusqu'à présent. Et donc, on n'a pas pu regrouper ces encres dans les autres groupes. Donc, c'est des signatures qu'on a dit à part. Donc, vous avez un premier groupe, vous avez les quatre premières encres qui ont comme élément majeur le fer, mais les éléments traces sont soit pas les mêmes que ceux qu'on a observés dans les autres encres, soit ont des rapports élémentaires très différents de toutes les autres encres. Donc c'est le cas de ces quatre ouvrages. On a trouvé deux encres qui présentaient comme élément majeur le fer et une présence d'arsenic. Mais là encore, on ne peut pas regrouper ces deux encres puisque soit les rapports élémentaires sont différents, soit les autres éléments traces ou majeurs ne sont pas les mêmes. De même, ça a été le même cas pour les encres retrouvées sur les signatures des ouvrages PS 6649 et PS 6648, où là on a une encre avec comme élément majeur le fer et comme un élément trace qui est le mercure. Et enfin, il y a une dernière encre qui apparaît complètement à part, qui est là avec comme élément majeur le zinc et qui est celle présente dans l'ouvrage GF 861. À la suite des analyses faites sur les signatures et sur les petits b, on a pu aussi procéder à des analyses donc, sur les exemplaires de Bordeaux, comme le disait Patricia, donc notamment sur la page de titre. Donc là, on a procédé à une analyse sur le trait de bifure au niveau de ce texte.
oui, pardon, le trait de travers, c'est un peu décalé sur le trait qui est en diagonale. Et on a procédé aussi à une analyse sur une lettre de la note qui fait suite à cet élément. Et ce qu'on remarque, c'est que là, on a deux encres qui sont différentes, puisque vous voyez, on a des éléments chimiques qui sont différents entre les deux encres. Dans la première, pour le trait de bifure, on a du fer, du zinc et du potassium, avec un rapport fer sur zinc de 3,14, alors que dans l'autre encre, là, on a du zinc, du fer, du cuivre et du manganèse, avec un rapport zinc sur fer de 1,6. Nous avons pu aussi procéder à des analyses sur l'avis au lecteur. Donc, comme l'a dit Patricia, on a procédé à une mesure sur le trait de bifure présenté ici, et aussi une deuxième analyse sur une des lettres de la note qui fait suite. Là, ce que vous remarquez, c'est qu'on a les mêmes éléments chimiques. On a une encre avec du fer et du zinc, et des traces de cuivre, mais les rapports élémentaires sont très différents entre les deux encres. Dans la première, on a un rapport fer sur zinc de 1,7, alors que dans la deuxième, il est de 3. Et de même qu'on a un rapport fer sur cuivre de 14 pour la première, alors qu'il est de 57 pour la deuxième. Donc, les encres qui ont été employées pour faire la bifure et rédiger la note sont différentes. Donc, on a aussi pu procéder à des analyses sur le feuillet 42V. Donc, notre méthodologie a consisté à découper, mais au sens figuré, le feuillet en 4 zones d'analyse. Une première zone située dans la note marginale supérieure, une deuxième zone qui concerne les corrections appliquées dans le texte imprimé, une troisième zone qui est située dans la partie médiane de la note marginale, et une quatrième zone qui concerne la partie inférieure du feuillet, et qui concerne la note marginale présente dans la partie inférieure du feuillet. Donc si là vous allez, je vous présente les résultats d'analyse qui concernent la zone 1. Donc en fait, ce qu'on retrouve sur cette zone, c'est 3 encres. Une première encre qui a été mesurée sur la lettre E du « et » en tout début de note. Une deuxième encre qui se retrouve à la fois dans le P de pour, mais aussi dans le trait de bifure du mot connoissance et sur les lettres non biffées. Et enfin, une troisième encre qui est retrouvée dans le L de l'E, mais aussi dans la bifure en dessous du mot interligne pour et dans une des lettres du mot interligne pour. Donc, on retrouve 3 encres dans cette zone. Et en fait, lorsqu'on observe la répartition de ces 3 encres sur le feuillet 42V, on observe la chose suivante. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on retrouve donc l'encre numéro 2 qu'on avait modélisée par un cercle bleu, on la retrouve dans d'autres zones. On la retrouve dans le texte imprimé dans des zones de correction. Et l'encre 3, on la retrouve aussi. Et l'encre 3 modélisée par les cercles verts, on la retrouve aussi dans le texte imprimé au niveau d'un des signes d'insertion, mais aussi au niveau du trait de bifure qui fait suite à un des signes d'insertion. Et on la retrouve aussi... Pardon. C'est moi. Pardon. Oh. Ça, c'est l'horreur absolue, pardon. C'est pas grave. On peut pas remonter. Il faut supprimer celle-ci, elle est pas... Ah oui, mais là, tu me... Pardon. Désolée. Mince, c'était où déjà? C'était là. Ah. Merci. Et donc, on retrouve aussi cette encre en partie inférieure du feuillet, au niveau d'une zone biffée. C'est en partie basse. Enfin... Ah oui, pardon. Ouais. Voilà, ici. Ici, dans cette partie-là, et aussi en partie ici. Non, c'est le trait qui entoure le quelle enseigne. Pour grossir, je suis obligée de sortir du voilà. Je continue. Oui, merci.
Enfin, l'analyse des encres qu'on a pu aussi, qu'on a réalisée dans cette zone 1, elle nous a permis de mettre en évidence la présence d'une écriture à 4 mains, puisque les mesures réalisées sur le mot connaissance, sur la trait de bifure et sur la lettre S, non biffée, et sur le mot qui suit sur le sens, ici, il est fort probable que ce soit la même encre. Or, il s'avère que que la fin du mot connaissance a été rédigée par Marie de Gournay et que non, c'est pas ça. Si, pardon. Et le mot sens a été rédigé par Montaigne. Donc, avec la même encre. Avec la même encre, donc ça prouverait. Il est fort probable qu'on ait donc une écriture à 4 mains. Alors, la deuxième approche que nous avions choisie, c'était celle de l'analyse codicologique de l'exemplaire de Bordeaux. Et donc là, c'est Olivier Pédeflous, donc il s'est occupé de l'analyse des filigranes et des cahiers, de la constitution des cahiers de l'autre. Alors, en fait, je rapporte le travail collectif fait avec Evelyne et Marie-Elisabeth, donc non seulement à Bordeaux, mais aussi sur des exemplaires parisiens. Alors, pour ce qui est des filigranes, j'ai essayé de faire un petit état des lieux. J'avais, quant à moi, travaillé sur le cas de Rabelais, pour l'île sonnante, le 5e livre. Donc, j'ai fait une rapide revue bibliographique et je me suis rendu compte que le travail avait été fait pour l'édition de 1595. C'est dans le volume Rabel L'Angelier. Mais pour 1588, visiblement, la chose restait encore à faire. Pour 1588, nous avons posé la question de la spécificité du tirage de l'exemplaire de Bordeaux, sans avoir d'argumentaire reposant sur l'analyse du papier. Alors les questions que nous sommes posées étaient les suivantes. Peut-on d'abord opposer le papier 2B à celui des autres exemplaires de 1588 ? Deuxièmement, peut-on tirer de la prise en compte des filigranes des conclusions sur les modalités de fabrication de l'édition de 1588. Troisième point, la variété des filigranes recoupe-t-elle les remarques faites à partir de la page de titre par les historiens du livre sur l'existence de 2 états. On va voir les hypothèses et les éléments de réflexion que l'on a pu rassembler. Alors notre méthode a été la suivante. Premièrement, donner une analyse d'un des exemplaires en complétant les travaux menés par d'autres, Michel Simonin, Jean Balsamo, Philippe Desan, et aussi comparer avec d'autres exemplaires pour faire apparaître les écarts et les invariants. Donc je vous propose d'abord une petite promenade dans les filigranes 2B, rendue possible grâce donc à la bienveillance de Monsieur Barbet, qui nous a laissé faire donc tous nos travaux avec notre feuille lumineuse pour obtenir des belles photos de ces filigranes. Donc ici, vous avez une série de fleurs de lys que l'on retrouve de manière constante dans le livre 3 2B, à partir de la deuxième moitié du livre 2, où ce filigrane succède au motif de la main gantée que vous allez voir par la suite. On a une petite variante au folio 231 recto, bon, je ne ferai pas de commentaires, et j'attire votre attention sur le fait que cette fleur de lys apparaît une seule fois avant le livre 2, c'est dans le livre 1, au cahier C. Alors, une petite représentation donc, de la répartition, un tableau rapide de cette fleur de lys. Bon, voilà, bon, je passe rapidement, on voit bien qu'elle est surtout dans le livre 2 et le livre 3. Ensuite, donc là, nous avons trouvé l'autre série de filigranes, une main gantée avec des doigts orientés vers la gauche, mais avec des variations de cette main qui, comme vous le verrez, a un pouce proéminent. Voilà, d'autres exemples, encore d'autres cas que l'on a photographiés. Ici, le bout des doigts. Alors parfois, c'était assez périlleux d'arriver à photographier correctement quand c'était un peu serré. Et donc le travail a consisté à regarder d'autres exemplaires de l'édition de 1588 pour voir si EB était différent ou pas. Alors ce sont des exemplaires de Versailles que Marie-Elisabeth a regardé et pour ce qui nous concerne avec Evelyne, des exemplaires de la Bibliothèque nationale, du Fonds Payen
et notamment aussi donc, un exemplaire qui a appartenu à Madame Pompadour, dans le fond Smith-Le Souef. Donc là encore, je tiens à insister sur la courtoisie des conservateurs, dont Fabienne Lebars, qui nous a vraiment donné accès très facilement à ces exemplaires, dont l'exemplaire Pompadour qui est grande réserve. Alors on retrouve ici en gros dans les autres exemplaires les mêmes filigranes, avec notamment la manchette et la main, et une variante aussi de la fleur de lys. Bon, je passe rapidement sur la diapositive 30, vous voyez cette variante dans le païen 8, qui se trouve à droite, à l'extrémité droite, avec cette espèce de pointe. Je ne fais pas davantage de commentaires. J'en viens donc aux rapides conclusions qu'on peut tirer de cette enquête qui, je le précise, est rapide. Et évidemment, il faudrait voir davantage d'exemplaires de 1588 que ce que nous avons pu réunir pour l'instant, qui est de l'ordre de moins de 10. Donc il faudrait développer cela. Alors, au-delà de 10. Au-delà de 10, pardon, oui. Oui. Entre nous tous, effectivement. On peut mettre en évidence donc plusieurs séries de filigranes, sans doute 3. Deuxième point dans des conclusions donc temporaires, j'insiste. La distribution des filigranes dans les cahiers semble constante à l'intérieur de chaque série, mais ne se trouve pas évidemment sur les mêmes feuillets. Mais ça, c'est quelque chose qui est bien connu des historiens du livre. Ça s'explique très bien. Alors, troisième point, la distribution des filigranes ne permet pas d'opposer EB aux autres exemplaires. Ça, c'est quelque chose aussi, je crois, vraiment à souligner. Conclusion déceptive peut-être, mais voilà, c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Et quatrième point, on peut poser comme envisageable l'hypothèse de la présence de 2 presses correspondant à 2 piles de papier utilisées par chacun des 2 opérateurs. Voilà. Alors, quelques éléments maintenant sur la codicologie de l'exemplaire de Bordeaux. Alors, Michel Simonin avait travaillé sur EB du point de vue de la reliure de l'histoire des collections et apporté des choses tout à fait intéressantes. Nous sommes partis d'une remarque de Jean Balsamo qui, dans les actes du colloque Montaigne de Cambridge, publié en 2012, appelait à étudier et à regarder l'homogénéité ou pas de la structure d'EB. Alors, l'étude des cahiers d'EB qu'on a faite de manière vraiment précise avec Marie-Elisabeth et Evelyne, c'est montré riche d'enseignements. Si l'essentiel du volume correspond à la codicologie d'autres exemplaires de 88 examinés dans les bibliothèques donc parisiennes et Versailles, des spécificités assez intrigantes apparaissent au début du livre 3. En effet, à cet endroit-là, la jonction du livre 2 et du livre 3, une série de bifolios apparaît, dont on a peine, à vrai dire, à voir comment ces bifolios sont insérés dans la structure de l'exemplaire. Bon. Un examen attentif semble indiquer que les bifolios ont été découpés. Alors, est-ce le signe de cahiers particuliers au moment d'envoyer à Montaigne des épreuves pour corriger le livre 3? Je ne saurais dire. Donc, je vous laisse juge sur ces photos. Et ça apparaît peut-être un peu plus dans la photo suivante. Donc, si on peut montrer avec le pointeur, c'est vers le haut du... Voilà. C'est ça. On a l'impression ici que les folios sont découpés. Alors, a-t-on recollé par la suite? Comment ces folios donc tiennent dans la reliure? Je le redis, c'est quelque chose que nous n'avons pas pu établir. Et finalement, par un paradoxe qui n'est qu'apparent, la reliure actuelle qui entoure B, donc c'est au moins la 3e à ce qu'on sache, nous permet de remarquer finalement cette particularité, alors que dans les autres exemplaires analysés, dans des reliures 17e et 18e, précieuses, qui sont reliées très serrées, ce type d'analyse a été beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que nous restons prudents et nous souhaitons voir d'autres exemplaires de 1588 avant d'aller trop loin dans les conclusions. Et je passe donc maintenant la parole à Evelyne qui va vous parler des erreurs de foliotation dans les différents exemplaires de 1588. Oui, ce seront les dernières observations par rapport à l'étude codicologique jusqu'à maintenant. Donc nous avons constaté des erreurs de foliotation fréquemment soulignées par les lecteurs critiques des essais dans cette édition.
Toutefois, l'examen de plusieurs exemplaires fait apparaître l'effet suivant. Tout d'abord, certains exemplaires n'ont pas été corrigés. Deuxièmement, de nombreux exemplaires font l'objet d'une correction manuscrite, comme c'est le cas de B. Et finalement, il existe quelques exemplaires dans lesquels le nombre d'erreurs de foliotation est beaucoup moins grand, ce qui suggère une correction sous presse. Voilà, on passe au volet suivant de notre présentation de l'IRHT. Donc, c'est la prosopographie et les écritures. Donc, on s'est posé la question comment on peut parvenir à une reconstruction des bibliothèques bordelaises autour de Montaigne, une reconstruction aussi de la circulation des textes et des idées dans le réseau autour de Montaigne. Pour répondre à cette question, il faut bien sûr d'abord savoir de qui on parle et comment nous pouvons reconnaître ces personnages dans cette histoire de la transmission entre lettrés. Il est justifié de prendre le Parlement de Guyenne comme foyer central, puisque l'auteur, Montaigne, y avait servi comme conseiller pendant 13 ans. Il continuait à jouer un rôle politique au-delà de cette période. Et il restait en contact avec ce milieu de parlementaires bordelais. Donc, à défaut d'inventaire de bibliothèques après décès, il existe des annotations anonymes dans les livres imprimés. Elles contiennent des renseignements clés sur les provenances des livres. Une fois divulgué leur anonymat, par une identification de l'écriture, nous pourrons avancer dans notre reconstruction des bibliothèques. Ensuite, les archives du Parlement dans les archives départementales de la Gironde offrent un corpus de textes qui nous permet et de tracer les noms des collaborateurs et amis de Montaigne et d'identifier leurs écritures. Dans cette liste, vous voyez une mention des marginalia, donc des annotations dans les exemplaires des essais de Montaigne. Nous n'avons tout simplement pas le temps pour s'arrêter à ce sujet. Ça sera pour une publication. Donc, nos questions sont les suivantes. Comment restituer le réseau en question et quels outils utiliser pour comparer les écritures? L'étude des humanistes est un des programmes les plus importants de la section de l'humanisme et ce programme cherche à identifier les auteurs des marginalia et ceux des manuscrits anonymes pour mieux comprendre la réception des œuvres et les conditions de leur production. Ce programme est lié à la prosopographie, justement, grâce à la banque de données BUD, développée par la section de l'humanisme. Donc, BUD est consacrée à la transmission des textes entre personnages historiques, dont elle offre des fiches descriptives qui contiennent aussi les relations entre les différents personnages. Nous allons voir des exemples de ces fiches et de ces descriptions. Alors, la diapo suivante, oui, c'est ça. Les autographes qui se trouvent aux archives départementales de la Gironde, donc j'ai travaillé beaucoup dans ces archives et encore une fois, merci la gentillesse des archivistes et conservateurs aux archives départementales de la Gironde. Ce travail se passe d'une manière très efficace et les archives du Parlement conservées à ces archives contiennent des actes, des arrêts, des jugements de la série B. Donc, c'est une riche collection d'écritures. Ces arrêts de procès par écrit, ou mieux, jugements rendus sur production des parties, contiennent 3 éléments, et je cite le dictionnaire de droit de Ferrière, qui sont les qualités des parties, leur demande et défense, leur nom, leur origine géographique et leur statut social, le vu, donc la pièce examinée par le rapporteur, remplaçons le résumé des plaidoyers des avocats et la 3e partie, donc le 3e élément, c'est le dictum. Et c'est la sentence sans motivation et très succincte. Donc, tenant compte de la variation entre scripteur et écriture,
on peut distinguer 4 types de documents au sein de ces archives du Parlement. Et ce sont des jugements allographes d'un secrétaire au greffier, des jugements en partie allographes et en partie autographes du rapporteur. Donc c'est le conseiller qui fonctionne comme rapporteur et qui prend donc la plume, donc parfois en cours de route, comme c'est l'exemple de Joseph Daimer ici, qui rédige la dernière, c'est sa main, la dernière partie. On voit parfois que et l'encre et l'instrument d'écriture sont passés d'une main à l'autre. Troisième type, des jugements entièrement autographes, mais écrits dans la main secrétaire du rapporteur, puis dans sa main cursive. Et quatrièmement, des jugements autographes entièrement cursifs. Bon, je reviens sur ce type de document tout de suite. Tout d'abord, comment est-ce qu'on représente, est-ce qu'on peut avoir la diapo suivante? Oui. Comment représenter donc ce réseau autour de Montaigne ou ce réseau du Parlement de Bordeaux? Voici donc un nuage des éléments tirés de la base Budet. Donc, oui. En fait, on a cherché comment représenter les éléments prosopographiques qu'on avait. Et ce premier nuage prend appui sur la totalité des informations contenues dans la notice concernant Montaigne. Donc c'est évidemment pas lisible et on a cherché quelque chose de plus efficace. Oui, d'accord. Et voilà donc quelques extraits de la base Budet. L'affiche Michel de Montaigne, on trouve tout ce qui concerne son état civil, des commentaires, lieu de formation, langue, maître-élève, toutes ces relations de tout type. Donc des collègues, amis écrivains, mais aussi donc ces parlementaires dont il est question ici. Et les fiches contiennent aussi une bibliographie mise à jour régulièrement. Voilà. Oui. La suite. Un autre nuage des relations entre les parlementaires au Parlement à Bordeaux, pardon. Avec donc au centre le Parlement et autour les personnages. Oui. Peut-être vous pouvez commenter un peu là-dessus. Voilà. Donc à partir de la base Budet, je suis bien la première à dire que les nuages sont pas tout à fait une représentation satisfaisante, donc on a cherché quelque chose de plus parlant, de plus visuel aussi, et on a essayé d'exporter les données de la base Budet dans un système de graphes, alors à l'aide du logiciel GEFI, tout simplement, pour essayer de reconstituer des réseaux. Alors ce qu'on vous montre là, ce sont les premiers pas, je dirais, de cette représentation. Je vais vous montrer 2 diapositives concernant ces relations représentées en graphes. La première image que vous voyez concerne absolument uniquement les membres du Parlement et les collaborateurs, enfin les contemporains de Montaigne qui étaient parlementaires. Et puis, on a essayé ensuite d'appliquer le même système à d'autres types de relations concernant Montaigne, des relations maître-élève d'un côté, et puis tout type de relations. Je regrette que le graphe de droite ne soit pas tout à fait suffisamment visible, mais j'ai pas d'autre façon de l'agrandir. Cette fois-ci, on a à la fois des relations de type professionnel, des relations amicales, des relations familiales aussi, pour essayer à la fin de reconstituer et de croiser surtout les systèmes de relations en réseau autour de Montaigne. Voilà. Donc ensuite, comment reconstruire donc reconstituer les bibliothèques, tout en travaillant
aussi dans les fonds anciens, bien sûr, parce qu'on regarde les marginalia, les ex-libris et tous les éléments manuscrits. Oui, pour répondre à... Bon, c'est pas une réponse parce qu'il n'y avait pas de questions, mais Alain, parce qu'on se tutoie, tu as mentionné une devise avec précédée de quelque chose de très énigmatique, Odisse inertiam et amar quietem. Moi, je l'ai trouvé dans d'autres livres parce que je travaille beaucoup ici dans le Fonds du patrimoine de la bibliothèque de Bordeaux. Et c'est la devise de la famille Métivier. Bon, c'est une famille de parlementaires et j'ai tracé déjà plusieurs états de leur bibliothèque. Je poursuis mon travail là-dessus. En tout cas, c'est vers la fin du XVIIe qu'on trouve cette devise. Et bon, voilà. Ensuite, donc notre travail, je vous donne juste quelques exemples des résultats obtenus. Voici un autre livre de la collection de la Bibliothèque municipale de Bordeaux, d'un autre parlementaire, Geoffroy de Malvin, Gallia Gemens, de 1563. Donc, on voit plusieurs ex-libris. Bon, c'est pas assez, c'est un peu flou. Bon, excusez-moi, je peux pas toujours garantir la qualité. Donc, nous trouvons dans ce livre une seule main à 2 ou 3 écritures. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y a hybridité des écritures. Bon, voilà un exemple dans un livre imprimé.